Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de science, de technologie, d'astronomie et même de géopolitique pour vous évoquer l'histoire du vol spatial, de la conquête de l'espace par des véhicules envoyés par l'homme. Comme toujours, j'espère que ça vous détendra, peut-être déclenchera votre ASMR. Si vous ignorez ce qu'est l'ASMR, je vous incite à vous renseigner, sinon cette vidéo va vous paraître assez bizarre. Et avant de commencer, je voulais envoyer juste un petit mot de remerciement à tous les Français, Québécois, Belges, Suisses et tous ceux qui apprennent le français un peu partout dans le monde, qui par leurs commentaires et surtout leurs messages m'encouragent à faire plus régulièrement des vidéos en français. Ça prend un petit peu de temps et je continuerai à ne pas traduire toutes les vidéos en français, mais je m'engage au moins à en faire régulièrement pour apporter aussi ma petite pierre à la communauté ASMR en français. Alors aujourd'hui, on va donc parler du vol spatial, une histoire qui s'est concrétisée essentiellement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, qui continue à s'écrire aujourd'hui et qui, dans les rêves des hommes, a trouvé son origine plusieurs siècles avant d'exister, à travers des contes philosophiques, à travers aussi des romans. Sans doute que le plus connu d'entre eux est De la Terre à la Lune, le roman de Jules Verne, qui a été écrit dans les années 1860, qui raconte comment, dans un obus creux, propulsé par un canon géant, on envoie des astronautes sur la Lune. Ce roman et beaucoup des anticipations qui ont été faites avant les années 1940-1950 est assez fantaisiste. Il y a des choses scientifiquement exactes dedans, mais aussi beaucoup d'approximations ou d'erreurs, ce qui est tout à fait acceptable pour un roman de science-fiction, parce qu'on va voir que le vol spatial s'est avéré beaucoup plus complexe et difficile que ce que des auteurs de science-fiction avaient imaginé. Parce qu'en fait, envoyer des véhicules dans l'espace, qui plus est s'ils sont habités par des êtres humains qu'il faut maintenir en vie et ramener sur la Terre, c'est un projet d'une complexité inouïe qui fait appel à un très grand nombre de compétences en mathématiques, en physique, en chimie, en connaissance des matériaux, en logistique et bien d'autres. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis son origine, il y a quelque chose de symbolique, politique, très fort dans les projets de conquête spatiale. Pour un pays, c'est un signe extérieur de son accès aux technologies de pointe. Et on va le voir, la géopolitique a probablement
accélérer à une certaine période les avancées dans le domaine spatial, quelque chose qui est aujourd'hui est moins présent. La compétition entre les États-Unis et l'URSS n'existe plus. Et ce recul de la tension entre les blocs de l'Est et de l'Ouest a entraîné un ralentissement assez notable des grandes avancées dans la conquête spatiale. Néanmoins, elle continue encore aujourd'hui à avancer et c'est une épopée d'une 60aine d'années que je vous propose de revivre avec moi. Cet intérêt des romanciers au XIXe et au début du XXe siècle trouve un écho auprès de nombreux ingénieurs, scientifiques, qui dans plusieurs pays au début du XXe siècle fondent des sociétés, des groupes qui s'intéressent à l'astronautique, au projet d'envoyer des véhicules dans l'espace. Il y en a dans plusieurs pays, en Allemagne, en Russie, en France. Il y a une société astronomique de France. Il y a une British Interplanetary Society, société interplanétaire britannique. Il y a une American Rocket Society, une société américaine également des fusées, et quelques pionniers qui sont à la frontière de l'inventeur et du romancier ou du rêveur, comme en Russie par exemple, au tout début du XXe siècle, un instituteur appelé Konstantin Tsiolkovsky qui imagine une sorte d'engin à réaction qui aurait été capable de sortir de l'atmosphère pour se rendre dans l'espace. Il imagine aussi le concept de créer des stations spatiales habitées, recréant des conditions de pression et d'atmosphère permettant aux hommes de vivre, mais il imagine tout ça à une époque où techniquement ce sont des choses inaccessibles. Un autre exemple de pionnier qui lui sera assez attaqué à l'époque par la presse et par ses contemporains alors qu'il avait été aussi un visionnaire, c'est un Américain qui s'appelait Robert Goddard qui imagine au début du XXe siècle également l'idée de faire des fusées avec des étages. C'est comme ça que les fusées actuelles sont conçues, contenant du carburant et qui successivement s'allumeraient pour propulser une charge hors de l'atmosphère. Il y en a quelques autres également, et même si ces recherches ou ces projets restent assez confidentiels au début du XXe siècle, ils montrent un intérêt croissant, au moins de certains milieux, pour ce projet de la conquête spatiale. Techniquement, ce qui va fortement accélérer la concrétisation de ces projets, c'est l'invention des fusées, ou du moins leur amélioration, à partir des années 30 et 40. Vous savez que les recherches sur les fusées pour fabriquer des missiles ont été notamment développées dans l'Allemagne des années 30 pour mettre au point des bombes volantes et ensuite les fameux V2 qui sont les premiers missiles. Et à la chute
de l'Allemagne nazie, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout États-Unis et URSS, récupèrent le travail des ingénieurs allemands, et souvent les ingénieurs eux-mêmes. La France aussi va en recruter quelques-uns, l'Angleterre, et chacun des principaux protagonistes, mais c'est surtout États-Unis et URSS, se lancent dans la recherche sur les missiles, et notamment le projet de créer des missiles intercontinentaux capables d'envoyer avec une certaine précision des charges nucléaires sur des objectifs. Ces recherches sur les missiles balistiques intercontinentaux ont un but essentiellement militaire dans les années 50 surtout, mais elles vont permettre, par réutilisation des compétences, d'infuser les projets d'exploration spatiale, et aussi bien en URSS qu'aux États-Unis, d'acquérir un savoir dans les matériaux, dans la propulsion, dans le guidage des fusées, qui va servir dans la conquête spatiale. Dans les années 50, 60 et même encore 70, le principal moteur de la conquête spatiale, au-delà des intérêts scientifiques, pour les gouvernements, ça va être la rivalité, la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, qui vont se lancer dans une course aux exploits, parce que, comme je vous le disais auparavant, la conquête spatiale est quelque chose d'éminemment symbolique. Elle est le reflet d'une compétence technique du pays qui peut la mettre en œuvre, et à travers des exploits dans l'espace, États-Unis comme URSS vont tenter de marquer des points sur leur opinion publique et internationalement pour montrer leur supériorité technologique. Les premiers programmes sont des programmes de lancement de satellites qui commencent dans les années 1950, aussi bien aux États-Unis qu'en URSS. Dans les années 1953-1954. Et dans cette première manche de la conquête spatiale, c'est l'URSS qui va marquer des points et impressionner, puisque le programme américain connaît un certain nombre d'échecs. Les fusées sont très peu fiables. En général, on en perd le contrôle rapidement et elles explosent en quittant leur trajectoire, alors que dès 1957, les Russes frappent un grand coup en mettant Spoutnik sur orbite. Le programme Spoutnik, c'était un programme de lancement de satellites, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le satellite Spoutnik, propulsé par une fusée russe qui s'appelait R-7, est mis en orbite autour de la Terre, et au même moment, les États-Unis n'arrivent pas encore à envoyer un satellite d'une taille comparable. Spoutnik était un satellite qui faisait 80 kg à peu près. Les plus gros satellites américains à cette époque ne faisaient que 20 kg, et ils ont été mis en orbite plus tard. À cette époque,
dans les années 50, la fiabilité des fusées était extrêmement faible. La plupart des lancements, en fait, se traduisaient par des échecs. On était encore très loin des taux de fiabilité des fusées actuelles. Et bien sûr, pour des raisons de communication ou de propagande, il était tentant de cacher tous ces échecs, notamment du côté soviétique, où c'était plus facile de dissimuler au public international les ratés du programme spatial. Et néanmoins, l'investissement technique et financier restant très important des deux côtés, de nouvelles avancées ont lieu à la fin des années 50. En 1958, les Russes envoient un premier être vivant dans l'espace, dans le satellite Sputnik 2. Cet être vivant, c'est une chienne qui s'appelait Laïka, qui est mise sur orbite et qui survit quelques heures dans le véhicule. Et également, les premières sondes sont envoyées vers la Lune, ce qui est plus complexe qu'une mise en orbite, puisqu'il faut non seulement propulser un objet hors de l'atmosphère, mais ensuite calculer sa trajectoire pour qu'il aille jusqu'à la Lune et en envoie des images. Là encore, nombreux échecs dans ces envois de sondes vers la Lune. Dans les années 60, il y en aura également vers Vénus et vers Mars. Mais les avancées continuent. Les programmes spatiaux à cette époque ne se limitent pas à l'URSS et aux États-Unis. Il y a aussi un programme spatial en Chine, aidé par l'Union soviétique, mais qui n'ira pas très loin. Il va se limiter à des programmes de missiles. La France également a récupéré un certain nombre de savants allemands qu'elle a embauchés après la Deuxième Guerre mondiale, mais elle est prise dans les années 50 par la décolonisation, par les guerres coloniales qu'elle mène en Indochine et ensuite en Algérie. Donc il y a d'autres priorités, et notamment reconstruire le pays après la guerre, si bien que le programme spatial français, dans les années 50, connaît un certain nombre d'échecs et d'abandons. Il redeviendra plus important après, dans les années 60 notamment. Il y a aussi un programme anglais, là aussi limité par d'autres priorités et des problèmes financiers, un programme japonais, et ainsi de suite. Mais tous les succès majeurs, les percées, vont être réalisés par les Russes et par les Américains. Après l'étape des premiers satellites, l'objectif était maintenant d'envoyer des êtres humains dans l'espace. En Russie, le programme d'envoi d'êtres humains qu'il faudrait récupérer par la suite était le programme Vostok, et le programme concurrent aux États-Unis était le programme Mercury. Et c'est dans les années 60 que les deux pays vont réussir à envoyer des premiers astronautes et à les récupérer vivants par la suite. Malheureusement pas tous, il y aura beaucoup d'accidents. Et là encore, c'est l'URSS qui va vraiment frapper un grand coup en étant la première
a envoyé en 1961 un homme, Youri Gagarin, nom devenu bien connu, puisque pour l'éternité, il sera le premier homme à être allé dans l'espace, qui est propulsé lors de la première mission Vostok en orbite, et il fait un tour complet de la Terre en orbite avant de revenir sain et sauf dans un module, une capsule, la capsule Vostok, qui assure sa survie dans la rentrée dans l'atmosphère. Les Américains y parviennent également à peine quelques mois plus tard avec leur mission Mercury, mais là encore, ce sont les Russes qui ont récupéré toute la gloire, et ça va entraîner aux États-Unis une rage, ou du moins un sens de la compétition accru, et ces premiers envois d'hommes dans l'espace vont donc très rapidement lancer la course à la Lune. Et comme vous le savez, cette course à la Lune, ce sont les Américains qui vont la remporter. Donc tout commence au début des années 60, en 1961, lors d'un discours qui est resté célèbre de Kennedy, qui lance cette course à la Lune, qui, aux États-Unis, va s'appeler le programme Apollo. Il y aura un programme équivalent en URSS, commencé un peu plus tard, en 1965 seulement. Les Russes décident d'essayer de se poser et d'explorer la Lune. Et ce programme s'appelle le programme Voshchod. Mais ce sont les Américains, cette fois, après avoir envoyé plusieurs sondes lunaires, les programmes Orbiter notamment, qui cartographient la Lune, qui parviennent en 1969 à poser un véhicule sur la Lune et à en faire revenir les astronautes dont les noms sont connus. Les deux qui ont marché sur la Lune, il y en avait un troisième dans la mission restée en orbite autour de la Lune, sont Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui, pour marquer l'événement, voient leur mission diffusée à la télévision devant des centaines de millions de personnes. Il y a depuis cette mission de 1969 une sorte de hoax, je ne sais pas comment l'appeler autrement, qui viserait à démontrer que soit on n'est jamais allé sur la Lune, ou que les images sont fausses. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça me paraît complètement absurde d'imaginer que des milliers de personnes ont gardé un secret comme celui-là depuis 60 ans, et que quelques originaux qui regardent des photos soient capables de le démontrer. C'est quand même un peu bizarre de se considérer comme sceptique et de croire ce genre de choses, mais toujours est-il que sur le plan de la compétition entre Russes et Américains, cet exploit de 1969 redore le blason de la NASA notamment, et des États-Unis, les replaçant en tête dans la course à l'espace. Les soviétiques, ceci dit, même s'ils se sont moins intéressés aux missions sur la Lune et
d'ailleurs ils n'iront jamais sur la Lune, ont quand même continué leur projet et en particulier commencent à tenter des projets de sortie dans l'espace des astronautes et même dans les années 70 à essayer de développer des stations spatiales et c'est sur cet axe des stations spatiales que le prochain affrontement entre Russes et Américains va se dérouler. Pour sortir dans l'espace, il faut un vaisseau pressurisé dont les habitants pourront sortir quelques minutes au moins dans des combinaisons avant d'y retourner. Et les premières sorties extravéhiculaires ont lieu quelques années avant de marcher sur la Lune, en 1964-65. Ce sont les Russes qui sont les premiers à faire sortir un cosmonaute et à le ramener dans la capsule avant de revenir sur Terre. Et pour les Américains, ce seront les véhicules du programme Apollo, les vaisseaux Apollo, qui permettront ces avancées. Le vaisseau Apollo se présente sous la forme d'une sorte de cône avec une partie circulaire et un moteur à l'arrière, une tuyère, alors que les Russes développent le vaisseau Soyouz qui lui ressemble à une sorte de boule, une capsule au bout d'un cylindre. Et d'ailleurs ces vaisseaux Soyouz, sous une forme perfectionnée, sont encore utilisés aujourd'hui. Mais après la réussite de la première mission lunaire, la première mission lunaire c'était la mission Apollo 11, l'intérêt pour l'espace va commencer à refluer. Il reflue déjà dans l'opinion publique parce que les autres projets, les autres missions et même les stations spatiales qui vont commencer à être envoyées dans les années 70 sont moins spectaculaires, moins symboliques que le fait de marcher sur la Lune. Et il reflue également parce qu'on rentre dans une phase de détente entre l'URSS et les États-Unis, si bien que la motivation à investir des sommes gigantesques dans la conquête spatiale, qui n'a pas de retombées économiques immédiates, s'affaiblit. Et on va, à partir des années 70, rentrer dans une phase de ralentissement des exploits. Ceci dit, il y a notamment l'épisode des stations spatiales. Pour les États-Unis, un projet de station très ambitieux à l'origine qui s'appelait Skylab et qui va être déployé en 1972. Et pour l'URSS, la station Mir, également dans les années 70, des stations qui vont être habitées pendant plusieurs semaines par des astronautes et qui aujourd'hui ont disparu. Elles ont été volontairement abandonnées et détruites, placées sur une orbite plus basse qui les a fait rentrer dans l'atmosphère et elles se sont dissoutes, détruites en rentrant dans l'atmosphère. Là encore, dans les années 60 et 70, il y a d'autres programmes spatiaux, en particulier le programme français qui est réimpulsé
sous le gouvernement du général de Gaulle, pour des raisons entre autres de prestige et de maîtrise technologique. Le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales, est créé, et dans les années 60, il y a un programme de fusée français qui a pour objectif de lancer des satellites, qui s'appelle le programme Diamant, qui est l'ancêtre ou le prédécesseur des fusées Ariane qui sont utilisées aujourd'hui. Il y a également l'aménagement du site de Kourou en Guyane après l'indépendance de l'Algérie, où les fusées françaises étaient tirées. C'est la Guyane française, pour sa proximité avec l'équateur, qui est choisie pour développer le site de lancement. De la même façon qu'aux États-Unis et en URSS, on a développé le site de Cap Canaveral en Floride pour sa plus grande proximité avec l'équateur, et le site de Baïkonour en URSS, qui est pas en Russie mais au Kazakhstan aujourd'hui, mais qui reste exploité par la Russie. Les années 70 et 80, elles sont marquées par les programmes de navettes spatiales. Et le seul programme qui va véritablement se concrétiser, c'est le programme américain. Il y avait un programme soviétique, une navette spatiale qui débute en 71, mais qui finira par être abandonnée, et définitivement à la fin des années 80, quand l'URSS va s'effondrer. Il y a eu aussi un projet européen plus tardif, le projet de navette spatiale Hermès, qui va également être abandonné pour des raisons budgétaires essentiellement. Et donc le programme de navette spatiale qui va véritablement se concrétiser, c'est le programme américain, avec les premières navettes qui sont lancées dans les années 80. La première navette lancée, c'est Columbia, et il va y en avoir plusieurs. Il y aura Challenger, Discovery, Atlantis, et elles vont être extrêmement utilisées dans les années 83, 84, 85. Mais cet essor des navettes, qui avait à l'origine pour motivation la possibilité de pouvoir récupérer le véhicule, et donc d'une part faire des économies importantes en matériel et en argent, et d'autre part d'envoyer sur orbite pour approvisionner les stations ou faire des expériences un équipage et du matériel en plus grande quantité. Cet essor des navettes donc va être brisé ou largement menacé par l'accident de la navette spatiale Challenger, qui est restée en 1986 comme un traumatisme, puisque en direct à la télévision, on assiste à l'explosion de la navette quelques instants après avoir quitté le pas de tir. Et même si Challenger est remplacé par Endeavour, qui est construite en 1987, les tirs continuent dans les années 90, mais il y a un autre accident dramatique en 2003, et c'est Columbia, cette fois la plus ancienne navette, qui est détruite après avoir été endommagée au moment du décollage.
morceau de mousse qui a frappé une de ses ailes, et plus tard, quand elle rentre dans l'atmosphère, cette aile endommagée va entraîner la dislocation de la navette lors de la rentrée dans l'atmosphère, tuant son équipage et attirant un certain nombre de critiques sur la NASA. Aujourd'hui, les tirs de navettes spatiales restent nécessaires pour notamment alimenter, approvisionner la station spatiale internationale, mais le projet des navettes spatiales aux États-Unis est un petit peu arrivé au point mort en termes de développement, et ces dernières années, c'est plus des projets, des missions comme l'exploration de Mars par un robot qui est atterri l'année dernière, qui ont attiré l'attention. Pendant ces années 1980 et 90, il y a aussi un certain succès du programme Ariane européen, qui s'appuie très largement sur le programme originellement français. Et Ariane est devenu l'un des lanceurs les plus compétitifs et fiables pour l'envoi de satellites dans l'espace. Elle a plus de la moitié du marché au niveau mondial, et même si les programmes spatiaux européens ont été très fortement revus à la baisse par rapport aux ambitions des années 1980 ou 90, le programme spatial français continue d'exister à travers donc la fusée Ariane, et aussi la participation à des projets internationaux, notamment la Station spatiale internationale. Cette Station spatiale internationale, c'est à l'origine un projet américain de station qui s'appelait Freedom, et qui a ensuite été rejoint par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, dont le programme français est un des principaux, même le principal composant, et d'autres pays, le Canada, le Japon, et par la suite la collaboration de la Russie. Si on regarde aujourd'hui où en est la conquête spatiale, on a bien sûr quelques projets enthousiasmants de sondes. On a les télescopes qui ont été mis en orbite et qui livrent beaucoup d'informations. Notamment, j'en avais parlé dans la vidéo sur les exoplanètes, mais on a aussi un sentiment de ralentissement et de manque d'intérêt vis-à-vis de la conquête spatiale, parce que ça coûte extrêmement cher et qu'il n'y a plus cette rivalité de prestige entre les États-Unis et l'URSS pour l'alimenter. Peut-être que dans le futur, c'est une rivalité entre les États-Unis et la Chine qui pourrait relancer l'intérêt pour le spatial, puisque ces 20 dernières années, un programme chinois beaucoup plus crédible et ambitieux que les anciens programmes de la Chine a été relancé avec, là encore, des vols habités, avec un projet de station qui devrait être assemblé dans les années qui viennent, et tout ce qu'on peut souhaiter, même si évidemment les rivalités politiques en soi ne sont pas une chose positive, mais c'est qu'au moins ça stimule un peu plus la curiosité et le goût de l'exploit dans ce domaine qui
reste extraordinairement fascinant. Voilà, j'espère que, comme toujours, vous avez passé un moment relaxant, que ce survol qui, je le répète, est loin d'être exhaustif, vous a intéressé et qu'on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.